Ça va peut-être paraître bizarre comme genre de critique que je vais faire du corps médical en ce moment. Mais, tu sais, je sais que ça vient du cœur. Je sais que c'est de bonne foi de leur part, puis c'est pas un reproche qui se veut, tu sais, peut-être, qui se veut, mettons, moins belliqueux que d'autres. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de fondamental qui est assez symptomatique de notre société qui a tendance, encore une fois, à diaboliser beaucoup tout ce qui est, souffrance, pour le dire simple. Et donc, tout ce qui peut créer la souffrance est vu comme essentiellement euh, à éviter. Et donc, je veux parler du serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, essentiellement, c'est de dire « je ne ferai pas de mal ». Et l'innocuité, c'est important, je n'en doute pas. Et encore une fois, éviter la souffrance, pas dans le sens de la fuir, là, mais dans le sens bouddhiste, là, dans le sens où trouver la voie du milieu qui fait qu'on souffre moins, parce que dans le fond, c'est un peu le but de la vie d'être heureux. OK, je comprends, je suis d'accord, je ne dis pas le contraire. Par contre, une des problématiques, quand on le met d'une façon un peu dogmatique, sans comprendre les contextes, sans réfléchir trop aux zones peut-être plus paradoxales, un peu comme le globule blanc va tuer une certaine cellule dans le but de faire survivre l'organisme, des fois, il faut être un peu plus radical dans notre approche. Et une des zones où je le vois le plus souvent, et j'ai eu beaucoup de discussions avec du monde différent qui en souffrent, et je trouve ça bizarre, c'est au niveau de la flore intestinale. Et donc, quand tu as des troubles au niveau de la flore intestinale, que ce soit, comment ça s'appelle, le Crohn, bon, le syndrome du bowel irritable, là, du côlon irritable. Bref, il y en a plein qui sont tous à peu près dans la même zone, un peu comme un spectre. Et donc, par exemple, on va dire, ben, arrête de manger les fibres parce que les fibres, ça te fait souffrir. Or, les fibres, ça pourrait être le remède. Parce que, tu sais, les fibres, essentiellement, ne sont pas consommées par notre corps. C'est des fibres, c'est des glucides trop longues, mais sont consommées ou affectent et transformées aussi par la flore intestinale, par ce microbiote-là, ce qu'on appelle tu sais, comme dans le fond, les probiotiques mangent les prébiotiques. Fait que les prébiotiques, ça vient avant la vie microbiome. Et donc, le prébiotique, comme une fibre, va nourrir les probiotiques que tu as déjà en place. Et par exemple, les sucres aussi, qui sont en fait, tous les glucides vont les nourrir d'une façon ou d'une autre, mais les glucides plus courtes vont avoir tendance à en nourrir plus la mauvaise sorte et qui vont agir un peu comme une mauvaise herbe qui vont toutes dominer la flore intestinale et empêcher la diversité de la flore intestinale, tandis que la fibre va beaucoup ratisser plus large et nourrir les formes de vie peut-être un peu plus délicates qui sont nécessaires à une santé. Et donc, toute la science autour de l'intelligence du deuxième cerveau, là, qu'on appelle le gut en anglais, je ne sais pas comment on dit ça en français, là, bref, le bas-ventre ou le bas dantian en chinois, c'est évidemment extrêmement important. Par contre, c'est comme si l'approche médicale, c'est de dire, on ne veut pas que tu passes au travers de la zone de souffrance, donc on va te donner comme plein de trucs qui sont plus au niveau de la pharmacie pour éviter d'adresser le véritable problème. Et ça, pour moi, c'est la même affaire qu'on voit, par exemple, quand on tasse Freud de côté dans la psychologie humaniste ou dans d'autres approches, qui est essentiellement comme de dire, bien, on ne regardera pas les vrais traumas que tu as eus, qu'est-ce qui fait que dans ta vie, tu as telle névrose, mais on va juste chercher à ce que tu surfes la vague dans laquelle tu es en ce moment pour être bien dans ton inconfort essentiellement. Et donc, on ne va jamais encourager d'une certaine façon à monter la montagne pour traverser l'épreuve et devenir quelque chose d'autre à un autre niveau. Non, c'est comme si on va tout le temps accommoder la personne en se disant de toute façon, tu vas mourir. Ça sert à quoi de vraiment faire l'effort de remettre. Tu sais, je l'ai entendu aussi au niveau un médecin qui disait à une personne que je connais que sa hanche était croche, puis il dit ah, t'as 45 ans, ça va être de même pour le restant de ta vie. Mais tu sais, pourquoi qu'à 45 ans, tu peux pas aller voir un ostéopathe, un chiro, un masso, peu importe la personne qui va te convenir, pour réussir à réaligner ton bassin pour vivre la deuxième moitié de ta vie plus heureux? Je ne comprends pas l'idée que ça va tellement être difficile de passer au travers de l'épreuve, aussi bien pas le faire. Comme s'il n'y avait pas d'avantage à traverser l'épreuve.
Et dans tout ce genre de mentalité-là, comme je disais, pour moi, c'est un peu la même affaire avec Freud, c'est-à-dire que Freud s'intéresse vraiment aux cas les plus graves de l'Europe de son époque pour aller vraiment creuser les types de névroses, puis les types de problématiques qu'on peut reconnaître chez les gens qui ont des maladies mentales aiguës. Mais pourquoi ça ne s'appliquerait pas aux cas plus modérés, plutôt que d'aller vraiment juste du côté un peu New Age spirituel à la Carl Jung ou la psychologie humaniste dans l'acceptation du moment présent, puis juste faire comme non, mais c'est correct, laisse-toi aller, tu sais. Mais pourquoi pas aller avec une approche un peu plus sévère d'un point de vue scientifique, puis dire on va disséquer les vraies problématiques, puis attaquer les nœuds de façon à te libérer, un peu comme un masso va faire, tu sais, travailler le nœud plutôt que de juste dire bon, on va travailler la détente. Éventuellement, ça va s'équilibrer. Non, va attaquer le nœud, je comprends pas. Mais encore une fois, je pense que c'est symptomatique de notre époque. On est tout le temps un peu dans le pansement, on est tout le temps dans le superficiel, on ne remet pas en cause tous nos systèmes, on est tout le temps en train de juste accommoder, grosso modo, dans un système qui, de toute évidence, nous a démontré qu'il ne fonctionnait pas, que ce soit au niveau du marché boursier, de l'économie triomphante, toutes les problématiques environnementales qu'on a. On s'en sort pas, mais on ne remet rien en cause. On ne remet pas notre rapport fondamental à l'économie en cause, parce qu'encore une fois, on est juste dans des petits pansements, sans attaquer le cœur des problématiques de l'endettement puis de l'environnement. À mon avis, peut-être les deux gros problèmes là, quand on tourne autour de l'économie, là, c'est comme avec le modèle Keynes, K-E-Y-N-E-S, là, depuis Keynes, on est vraiment comme les États s'endettent, là, puis c'est la façon de faire rouler l'économie, comme si un jour, ça allait comme par magie se rembourser, qu'en fait, on voit bien que ça fait juste qu'ils s'endettent, puis ils sont juste de plus en plus redevables à la plus grande puissance économique qu'est la Chine, même si on dit que c'est la deuxième économie au monde. Moi, je pense on peut commencer à dire que c'est la Chine, là. Hein? À un moment donné. Puis ça dépend comment tu regardes aussi les problématiques. Hein? Toute la dette des États-Unis, justement, elle est, elle est détenue par la Chine, principalement. Grande, peut-être même toute, mais je ne suis pas un expert dans les détails de cette chose-là, mais très grande partie détenue par la Chine. Et l'autre volet, c'est le côté un peu, tu sais, dans le volet de l'endettement, c'est comme un peu le problème, un des problèmes avec notre théorie de base en ce moment. Il y a aussi le volet un peu croissance infinie du marché boursier. Et l'autre volet, c'est le volet plus concret, qui est à mon avis le plus fondamental, c'est de dire, oui, mais au travers de tout ça, on est en train de détruire l'environnement, et donc ce qui peut nourrir nos corps, et on justifie tout le temps, tu sais, comme là, il y a un gros débat en ce moment sur le cuivre, l'usine de cuivre dans Abitibi, puis machin, puis c'est super important pour la transition énergétique. Puis oui, OK, il y a des bons arguments de ce côté-là, évidemment. Par contre, la personne qui va pogner le cancer, toutes les problématiques environnementales qui vont venir de ça, ben, je ne sais pas comment dire, mais cette personne-là va peut-être pas trouver ça super hot comme genre de compromis. Et donc, encore une fois, on ne remet absolument pas notre besoin constant de croissance économique en jeu, qui, de l'autre revers de la main, implique une destruction de notre écosystème sans lequel on peut vivre en passant, là. C'est fondamental. Et donc, ce genre de problématiques-là, on les retrouve un peu tout le temps partout. Peut-être une dernière que je peux donner en exemple, mais je sais qu'elle est très touchée, là. C'est un peu comme le mot en N, le mot en T, là, c'est les trans. Et encore une fois, j'insiste, je n'ai aucune haine envers les trans. Par contre, c'est intéressant de regarder du point de vue de l'évolution de la psychiatrie, encore une fois, à peu près la même problématique. Et donc, à la base, c'était un trouble mental, puis on essayait de voir qu'est-ce qui faisait que la personne était dans ce trouble-là. Puis à un moment donné, c'est devenu la dysphorie de genre. Puis là, c'est beaucoup plus véhiculé au niveau de trouver des façons de faire que la personne souffre moins. Et donc là, les solutions, ça a été essentiellement de dire à la société de ne pas stigmatiser ces personnes-là, ce qui est déjà d'emblée correct. Mais là, après, de changer nos structures. Et donc de changer, je ne sais pas moi, la mention de genre sur des passeports puis n'importe quoi, jusqu'à des situations qui sont évidemment problématiques, comme par exemple la carte de santé. Tu rentres dans une urgence, puis on n'est même pas capable de savoir si c'est un utérus ou pas, parce que dans le fond, on refuse de le dire sur les documents médicaux parce que ça les stigmatiserait. Et donc, c'est comme si la psychiatrie avait, plutôt que de, encore une fois, d'un point de vue peut-être un peu plus freudien, chercher à vraiment travailler les nœuds des névroses pour guérir, a plutôt décidé de dire, ben on va créer un environnement dans lequel ils ne seront pas stigmatisés.
de façon à ce que, dans le fond, ils ne souffrent pas. Et encore une fois, ça revient à la notion d'Hippocrate. Puis le plus gros paradoxe dans l'histoire, c'est que les psychiatres qui sont des médecins finissent par se faire répondre par les urgentologues qui, eux autres aussi, sont des médecins. Ben oui, mais là, moi, j'ai besoin de savoir son sexe biologique à la naissance, pas le genre auquel elle s'identifie. C'est pas pertinent pour moi quand je fais une intervention chirurgicale d'urgence, quand elle rentre dans une ambulance. Et donc, c'est bien beau de dire on va la mettre un peu partout, tu sais, on va permettre le changement de genre, mais concrètement, au niveau de la carte d'assurance maladie, par exemple, ça ne semble pas vraiment faire de sens d'un point de vue scientifique et médical. Et donc, l'espèce d'effet pervers de vouloir éviter de traverser les nœuds de la souffrance que maintenant la psychiatrie porte nuit à la médecine d'urgence, l'urgentologie, je pense qu'on appelle ça. T'sais. Bref, et donc, encore une fois, j'aime pas ça trop utiliser l'exemple des trans parce que je trouve qu'ils reçoivent bien des tomates d'en face, puis encore une fois, mon but, c'est pas de les stigmatiser. Je comprends le fond de l'idée ici, puis je suis d'accord avec. Par contre, c'est bien symptomatique de notre époque qui, encore une fois, ne veut pas regarder les véritables nœuds de souffrance qui font certaines choses, comme par exemple la dysphorie de genre, mais aussi la destruction environnementale au niveau économique, et empêcher une personne de manger de la fibre pour guérir sa flore intestinale parce qu'elle va peut-être avoir mal. Et donc, j'ai fait le serment que de ne pas imposer la souffrance à mes patients, et donc, je ne les aiderai pas à guérir. Pour moi, ça devient un peu n'importe quoi. Et donc, c'est pas qu'il faut chercher la souffrance. D'ailleurs, c'est intéressant, je parlais du Bouddha au début, puis dans le bouddhisme, on parle beaucoup d'équanimité, puis une des choses que ça veut dire, c'est faut ni chercher la souffrance, ni la fuir. Et donc, la voie du milieu qui, ultimement, apporte la plus grand bonheur, joie, libération, amour, etc., n'est pas non plus de fuir la souffrance. Donc, c'est sûr que le but, c'est de sortir du cycle de la souffrance, mais pas en le fuyant. Des fois, il faut marcher un peu au travers du feu pour être capable de se libérer. Il faut être capable de prendre le temps de regarder nos névroses. Il faut être capable d'avoir l'espèce de courage de passer au travers avec volonté et compassion pour soi-même et pour l'autre, de dire il va falloir traverser une certaine zone de souffrance pour être mieux. Et on dirait que dans notre monde où on veut juste à tout prix être bien et tout éviter et fuir et tout le temps consommer notre téléphone et tout le temps, on finit un peu par jeter le bébé avec l'eau du bain et s'empêcher finalement de véritablement se libérer de la souffrance et au contraire créer des espèces de cycles de dopamine, de dépendance, de positions théoriques qui font de moins en moins de sens.